Guerre et rôle occulte des forces, enregistrement produit lors du mois d'octobre de l'année 2023. Juste avant de commencer cet enregistrement, je tiens à mentionner aux gens qui écoutent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années mes enregistrements, que vous êtes les bienvenus de me faire parvenir un soutien financier, à travers les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, en guise d'appréciation d'écoute de mes enregistrements. Il veut que ce soit le cas. Vous allez avoir toutes les informations sur comment procéder en ce sens en bas de l'enregistrement présent, donc dans la section de description que vous pouvez retrouver juste en dessous. Donc, lorsqu'il y a de la guerre sur la Terre entre différents peuples, prenons par exemple le conflit entre la Russie et l'Ukraine, où au moment où est produit cet enregistrement, eh bien, il y a aussi le conflit qui se déroule simultanément entre Israël et les membres du Hamas situés en Palestine, notamment dans la bande de Gaza. Donc, d'ailleurs, Israël a déclaré la guerre au Hamas. Donc, si on regarde au niveau occulte, ce qui va être une lecture très différente de la lecture qu'on a dans les médias, le rôle des forces, ma curiosité aujourd'hui en tant qu'égo, c'est d'avoir, en visant un état de canalisation, un état de translégère, des informations sur qu'est-ce que font les êtres de lumière, les êtres sur le plan éthérique qui sont censés de voir l'évolution de l'humanité et des individus qui constituent l'humanité, qu'est-ce qu'ils font en relation avec les conflits. Donc, tout d'abord, ça me répond que les êtres du plan éthérique font ce qu'ils peuvent et ils font pas nécessairement ce qu'ils veulent. Ce que ça me dit, c'est qu'ils sont comme nous autres à un certain niveau, dans le sens que l'être humain, il veut faire ce qu'il veut, mais il peut faire ce qu'il peut en réalité. Dans le sens, un être humain, il voudrait, par exemple, soulever 400 livres de poids haltère, mais s'il n'a pas la capacité, il peut pas, même s'il le veut. Donc, s'il fait ce qu'il peut, si sa capacité de soulever 200 livres au maximum au bench press, c'est-à-dire une barre avec des poids répartis à chacun des extrémités de la barre, bon, ben, son maximum que la personne peut faire, c'est 200 livres parce qu'elle n'a pas la force physique d'en soulever 400. Ben, elle fait ce qu'elle peut et non pas ce qu'elle veut. Parce que si quelqu'un aurait juste besoin de vouloir soulever 400 livres puis en soulève 400, ça serait facile. Puis pour ce qui est des plans, des êtres sur le plan de la lumière, des forces sur le plan éthérique, dans leur rapport à nous, c'est la même chose. Ils font pas nécessairement ce qu'ils veulent par rapport à nous, bien que ce soit de fins manipulateurs qui, au cours des années, au cours des siècles et des millénaires, se sont habitués à manipuler les êtres humains dans le but de les orienter dans des directions évolutives, mais ils sont confrontés avec des forces oppositionnelles, c'est-à-dire les êtres en voie d'évolution du plan astral qui cherchent à maintenir les gens sous leur emprise dans des comportements évolutifs, comme par exemple la polarisation extrême de leur psychologie en fonction d'un camp plutôt que d'un autre, qui va donner place sur le plan physique à des guerres entre des peuples, à des massacres, à des tueries de femmes, d'enfants, à des crimes contre l'humanité, à des manifestations de comportements barbares, inhumains, et ainsi de suite. Comme les êtres humains ne sont pas éduqués à comprendre que la pensée vient d'ailleurs et qu'il ne faut pas croire, ben, ils se font souvent prendre dans l'astral. Et ça, c'est peu importe l'endroit dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël ou même au Canada. Au Canada, il y a eu quelques semaines un incident diplomatique quand même important qui a eu cours. C'est-à-dire qu'il y a eu le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, qui était venu au Canada rencontrer Justin Trudeau, et il avait été au Parlement d'Ottawa. Et dans la Chambre des communes au Parlement d'Ottawa, eh bien, lors de la rencontre, il avait décidé d'inviter le président de la Chambre et un ancien militaire ukrainien, puis de l'applaudir, et l'ensemble des membres du Parlement a fait une relation debout, c'est-à-dire s'est élevé debout pour
applaudir cet homme courageux qui a fait la guerre. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on s'est rendu compte que cet homme-là, c'est un ancien nazi. Donc, cet incident nous ramène au principe de « faut pas croire ». Et là, c'est un incident que le Canada, naturellement, comme à plusieurs reprises, a eu l'air fou au niveau international parce que on a applaudi un ancien nazi. Sauf que les membres du Parlement, l'ensemble des membres, ont cru que c'est parce qu'on laissait entrer un ancien soldat qu'il fallait nécessairement l'applaudir, puis que ça devait pas être un nazi. On a sans doute vérifié comme faut à multiples reprises ses antécédents personnels avant de le laisser entrer dans ce haut lieu à caractère diplomatique du Canada. Ben non. Par la suite, des journalistes ont dévoilé que c'est un ancien nazi, mais comme tout le monde croit que si on laisse entrer quelqu'un dans un lieu à caractère politique comme ça, il doit être vérifié à multiples reprises, il y a eu multiples filtrages, mais non, c'est pas nécessairement le cas. Et ça a été une belle leçon pour enseigner aux gens l'importance de ne pas croire. C'est pas parce qu'on fait venir quelqu'un au Parlement du Canada que ça veut dire nécessairement que c'est une personne qu'on a vérifié ses antécédents. Mais comme les gens sont naïfs, ben le voisin à côté de moi il se lève debout pour l'applaudir, je vais l'applaudir si on croit. Mais là, c'est sûr que ça devient compliqué à vivre parce qu'il faudrait tout vérifier. Jamais rien prendre pour acquis, puis là, ça demande de l'énergie. Il faut vérifier à chaque fois les antécédents de chacun, etc. Mais bref, la naïveté des gens, c'est que si on présente quelqu'un dans un lieu public comme le Parlement du Canada, on va dire « Ah, ça doit être nécessairement une bonne personne qui a une feuille de route parfaite », mais c'est pas nécessairement le cas. Faut pas être naïf. Et ça, c'est un exemple au niveau du Canada il y a quelques semaines que ça a créé des chocs naturellement au niveau international, mais si on y va avec le phénomène de la guerre qui est le but de l'étude présent, ben, la guerre est possible tant aussi longtemps que l'être humain est naïf, et un des volets de la naïveté fondamentale de l'être humain, c'est qu'il croit qu'il pense, alors que la réalité, la pensée vient d'ailleurs. Mais comme les belligérants, les gens des camps opposés sont pas éduqués à ça, sont plutôt éduqués habituellement à croire à une idéologie religieuse ou politique, ou les deux combinés ensemble, ben, ça fait en sorte que il n'y a pas de remise en question de leur perspective idéologique, il n'y a pas de capacité de se décentrer par rapport à leur récit culturel, à leurs croyances, à leur mémorial. Il n'y a pas une capacité de se distancer de toutes leurs réflexions qu'ils ont eues dans le passé, qui les lient à un peuple, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de distanciation psychique, psychologique qui peut être mise en place, ce qui fait que les gens, ben, ils tombent dans le panneau puis ils font la guerre. Donc, est-ce que les êtres du plan éthérique vont souhaiter la guerre? La réponse, non. Par contre, est-ce qu'ils peuvent l'empêcher ou la moduler? Ben, ils vont essayer, à travers des individus suffisamment sensibles, de leur induire des idées créatives, une conscience avec une certaine neutralité psychique qui va les amener à regarder les situations avec plus objectivité pour calmer le jeu, advenant qu'il y ait un rôle à jouer. Mais encore là, peut-être qu'ils vont amener l'individu qui vit, par exemple, en Palestine, tout simplement à quitter l'endroit pour aller immigrer vers un autre pays comme le Canada ou la France ou l'Égypte. Donc, on va peut-être tout simplement, au niveau des forces, les gens vont peut-être être mis en vibration pour quitter leur lieu de vie d'origine, pour se libérer du mémoriel qui les associe à un cadre culturel donné pour aller ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être aussi les gens qui peuvent avoir un rôle à jouer au niveau diplomatique pour rétablir le dialogue, mettre en place des démarches pour un cessez-le-feu par rapport à un autre peuple, si les gens ont la vibration. Mais si je regarde le phénomène de la guerre, puis le but de l'enregistrement, c'est d'en faire une étude occulte, je vais poser la question au plan de la lumière, pourquoi que l'être humain, au fil du temps, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ou sans doute dans notre avenir, on est confronté comme ça régulièrement à des guerres? Ce que ça me répond, ben, c'est des problèmes d'ego qui s'entrechoquent, qui sont liés à des formes.
Si les égos seraient capables de se parler ou d'interagir entre eux, que ce soit des égos individuels ou collectifs, puis en étant capables d'aller au-delà de la forme, ben à ce moment-là, et de l'attachement à des ethnies ou à des croyances religieuses, ben à ce moment-là, ça serait plus facile de neutraliser le phénomène de la guerre. Mais comme l'ego s'est défini dans l'attachement avec des formes, donc si on menace certaines croyances religieuses ou certaines valeurs, ben eux autres, ils se sentent attaqués personnellement, ce qui fait qu'ils vont faire la guerre, ils vont se mettre dans une dynamique du combat. Donc, si la contestation de certaines formes est faite, ben les gens se sentent menacés, sont sur la défensive, puis à ce moment-là, ben ils peuvent vouloir mener une guerre contre l'individu ou le peuple qui va à leur rencontre. Est-ce que la guerre sur le plan physique est un symptôme de l'évolution, c'est-à-dire la décadence énergétique des êtres humains en relation avec l'affiliation psychique à leur insu des êtres sur le plan astral? La réponse c'est oui. Est-ce que les forces sur le plan éthérique vont chercher à régler les problèmes de guerre sur le plan collectif? Ce que ça me répond, c'est pas nécessairement eux autres ce qui leur intéresse l'évolution individuelle, puis ils récupèrent tous les événements en choc, tous les éléments qui peuvent être vécus d'une manière traumatique sur le plan psychologique, comme des opportunités de modifier le taux vibratoire. Eux autres, ce qui leur intéresse à la base, c'est les changements d'énergie, c'est les changements de niveau de conscience d'un individu ou de peuple pour qu'il soit capable de compter des charges plus grandes d'énergie. Est-ce que, si je le regarde avec mon ego, est-ce qu'on peut dire que les êtres du plan éthérique sont dépourvus d'empathie, de compassion par rapport à l'être humain, voire d'amour envers l'être humain? Ce que ça me répond, c'est pas qu'on a un manque d'amour par rapport à l'être humain, c'est que on n'a pas un amour psychologique par rapport à l'être humain, on n'a pas un souci de complaisance par rapport à lui. Puis notre souci, c'est qu'il évolue, développe des capacités plus grandes de contenance de notre énergie pour qu'il puisse vibrer au principe de l'amour réel qui est une émanation vibratoire qui lie sa conscience par rapport à un principe de pulsation énergétique à caractère éthérisant. Hey, c'est bien, hein? Je me regarde en tant qu'ego en train de vous dire cette phrase-là. Ça me rend un peu narcissique, là. Dire des belles phrases de même. Éthérisant. Bon, je fais des blagues. Faut pas se prendre au sérieux. Bon, c'est quoi que je voulais dire? Au niveau de l'ego, il y a des conflits qui peuvent paraître insolubles par rapport à des peuples, dans le sens qu'un peuple il en attaque un autre, il y a une riposte, une attaque, il y a des interactions où il y a une escalade, on dirait que c'est sans fin. Mais ce que ça me dit, c'est que le plan astral avec les ans, avec les siècles, va s'épuiser. Il y a un phénomène de saturation. Un peu comme moi, au début de la guerre en Ukraine, j'écoutais régulièrement. Il y avait sur LCI, là je ne sais plus qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui, là, mais il y a quelques mois, j'allais quasiment à tous les jours, pendant une période de temps, là, regarder sur YouTube. Il y avait la chaîne française de nouvelles LCI qui mettait en ligne régulièrement, d'une manière journalière, là, sur semaine, des vidéos où ce qu'on nous présentait, là, des reportages en lien avec la guerre en Ukraine. J'allais voir ça à tous les jours pendant une période de temps. Puis à un moment donné, ben, j'ai saturé. Donc je m'y intéresse moins. Là, dans les derniers jours, j'avais fait le suivi par rapport à la guerre entre Israël et le mouvement du Hamas en Palestine. Voir qu'est-ce qui arrivait, ça a piqué ma curiosité, mais si c'est une guerre de longue haleine sur plusieurs jours, voire plusieurs années, ça se peut qu'à un moment donné, je décroche tout simplement en termes de curiosité. Et il y a un essoufflement qui peut avoir au niveau de la curiosité par rapport à la guerre ou de la pertinence de participer à la guerre par rapport aux individus des peuples impliqués. Participer à la guerre, ça demande de l'énergie. Et si le soutien énergétique, c'est le plan astral qui est derrière une guerre donnée, c'est-à-dire qui se nourrit des oppositions entre des individus parce que les amène à se vider de leur énergie vitale et de convertir leur énergie auquel ils ont accès
en haine envers un autre peuple. Donc, si la mécanique astrale tire profit de ça, tu as des gens lucides qui se rendent compte que finalement, ben, la personne que ça fait plusieurs enfants qui se font tuer, là, qui envoie les enfants combattre l'autre peuple avec une mitraillette, puis ils se font tuer, puis à un moment donné, ben ça se peut que les parents, c'est sûr que dans certains pays, il y a des parents qui ont plusieurs enfants, il n'y en a pas juste un ou deux, là. Il y en a il y en ont 4-5, mais peut-être à un moment donné, il y a des gens qui se tentent de voir leurs enfants mourir, puis de questionner la dynamique de la guerre. Oui, mais mon propos, c'est pas juste de questionner la dynamique de la guerre, c'est de voir vibratoirement derrière ça, c'est quoi les forces qui sont actives. Puis c'est quoi aussi qui permet d'agir à un second niveau. J'emploie souvent cette expression-là parce qu'on peut agir à un premier niveau. C'est-à-dire que agir en réaction à une forme qui nous garde dans une forme puis dans une dynamique de la soumission psychologique réactive et émotive. Tandis que là, agir au second niveau, je parle ici d'agir en fonction d'une conscience vibratoire créative qui amène une action ou une émanation énergétique de notre conscience qui est par-delà de la réflexion vibratoire qui nous lie à la réactivité émotionnelle. Agir au second niveau, c'est très difficile pour un être humain, à moins qu'il soit très centrique, parce que ça nécessite d'être dans un état de lucidité, un état où il n'y aura pas de la diffraction de son énergie, donc du gaspillage de son énergie, de l'astralisation de son énergie, de la polarisation. Agir au second niveau pour soi, ça peut être simplement de sortir d'un conflit en attendant que l'énergie s'épuise. Donc, quand je regarde le conflit de la guerre en Ukraine avec la Russie ou le conflit entre Israël et les membres du Hamas en Palestine, ce que je vois derrière ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont parvenir à un point d'épuisement énergétique. Parce que tout ce qui est supporté par l'astral, c'est comme être supporté par une énergie qui n'est pas renouvelable. L'astral est composé de conscience relatif à du mémorial lié au passé qui ne génère pas d'idées nouvelles. Donc, c'est comme fonctionner avec des déchets ou des résidus d'une émanation créative du passé. Donc, ça a tendance à mener vers une forme de décadence, de déchéance. Puis, il n'y a pas de renouvellement avec ça. Donc, puis tôt ou tard, ça amène un état de saturation. Donc, l'attachement à la forme, que l'individu le veuille ou ne le veuille pas, ben tôt ou tard, il va être confronté aux limites de ça. Ça peut être confronté aux limites en relation avec sa vie biologique sur le plan physique, dans le sens que quelqu'un qui est englué dans certaines croyances religieuses, revendications territoriales, ensuite croyances ethniques, la supériorité d'un peuple par rapport à un autre. Bon, ben cet individu-là, s'il meurt à 82 ans, ben, puis il n'y a plus de corps physique, ben, l'emprise de toutes ces croyances-là va dans le fond, prendre fin en relation avec son activité sur le plan physique. Certes, l'ego aura tôt ou tard à se dépolluer de ses croyances, mais s'il n'est plus dans un contexte physique, ben à ce moment-là, il va être obligé tôt ou tard de se réajuster à un autre mode de réalité. Et l'ego, éventuellement, que ce soit maintenant ou que ce soit dans un lointain futur, va être appelé à se dépolluer de tout le mémoriel, tous les éléments auxquels il est soumis et qui engluent son esprit, garde limité. Donc, tout ce qui est régi par des forces involutives est tout le temps voué à une forme d'inertie, à une forme de déclin. Donc, une civilisation, par exemple, qui est régie en fonction d'une religion particulière liée à des écritures qui datent depuis plusieurs centaines d'années, sans qu'il y ait de mise à jour qui est faite par rapport à de nouvelles révélations, par rapport à de nouveaux prophètes, par rapport à de nouvelles visions, par rapport à une forme de créativité inspiratrice, ben, tôt ou tard, il y a une stagnation évolutive qui va être associée à ça, dans le sens que si la personne ou le peuple vit constamment en fonction de croyances anciennes,
il n'y a pas de renouvellement qui s'effectue. S'il n'y a pas de renouvellement, il y a une forme de stagnation, il y a une forme de fixité. Et s'il y a une forme de fixité dans la conscience d'un individu ou dans un peuple, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il peut arriver qu'il va être confronté à d'autres peuples qui sont pris eux autres mêmes dans des croyances, une certaine fixité auxquelles ils vont être confrontés, que ça peut générer des conflits, voire des guerres. Et là, à ce moment-là, les individus qui sont pris dans des croyances fixes vont être amenés à s'entretuer. Et là, à ce moment-là, tout ça, ça me fait penser au philosophe jovialiste André Moreau, qui avait déjà déclaré, donc, qu'il n'avait pas qu'il ne voyait pas de... Comment il avait dit ça? J'essaie de trouver sa façon de formulation de phrase, là. Ah oui, il avait dit qu'il n'avait pas d'objection à ce que des êtres inconscients se fassent la guerre. Ou que la guerre élimine des êtres inconscients. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller, là, dans le sens que lui, il ne s'oppose pas à ça. C'est comme un ménage va se faire tout seul. Mais en même temps, le ménage peut amener des dégâts par rapport à d'autres êtres qui se conscientisent dans d'autres pays si le conflit se généralise par rapport à différents peuples à l'âge de la mondialisation et du relais en instantanéité des nouvelles un peu partout dans le monde, là, à travers notamment là, les médias de masse, que ce soit électronique, là, avec Internet, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, sinon, en fait, ce que ça me dit par rapport à l'histoire de conflit, c'est prenez pas part au conflit, comme vous prenez pas part, par exemple, à l'adhésion émotive à une équipe de football ou une équipe de hockey. Parce que des fois, quand les gens perdent, c'est-à-dire qu'ils sont affiliés psychiquement à une équipe de hockey, puis là, c'est une autre équipe qui perd, ben là, ils vont se mettre à pleurer, ils vont faire des crises. Parce que si leur équipe gagne, ils peuvent être très heureux. Donc, l'état émotif dans lequel ils sont va être conditionné par l'adhésion émotive à une équipe sportive. Ce qui fait en sorte qu'au Québec, on peut retrouver des gens qui vont faire de la casse, détruire des commerces, renverser des autos si le Canadien de Montréal va gagner une partie. Puis si le Canadien de Montréal perd, ben, ils peuvent faire la même chose. Donc, on peut dire que la victoire ou l'échec d'une équipe sportive peut être un prétexte à l'extériorisation de frustration de certaines personnes qui vont utiliser ça comme élément justificateur pour faire des débordements astraux, des débordements d'énergie mal gérés qui vont s'extérioriser en détruisant des commerces ou en mettant le feu à des autos, etc. Quoique, il n'y a pas tant que ça d'événements. Mais l'histoire de nourrir des antagonistes, prendre pour un peuple plutôt qu'un autre, il y en a un c'est le bon, l'autre c'est le méchant, tout ça c'est le jeu de polarisation. Donc, moi la façon que je vois les choses, c'est, je suis heureux dans un sens d'être au Québec et non pas être en Israël ou même en Ukraine où il y a une pression pour les gens de faire le service militaire. J'écoutais un reportage qui disait qu'en Israël, non seulement les hommes doivent faire leur service militaire, mais les femmes aussi. Donc, à ce moment-là, tandis qu'en Ukraine, ben, c'est seulement ce que j'avais vu, les hommes qui, en âge de combat, c'est-à-dire de 18 à 60 ans, qui devaient faire la guerre. Et là, si l'Ukraine est un peuple LGBTQ+, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que là, ça devient intéressant de récupérer l'idéologie LGBT+, pour quelqu'un qui ne voudrait pas faire la guerre. Il est né homme, puis il pourrait se dire, moi, je suis un non-binaire. Donc, je me considère pas comme un homme, donc logiquement, je devrais être exempté de faire la guerre. Ou je me considère comme étant un genre fluide, c'est-à-dire que je peux changer d'identité. Là, je me sens homme aujourd'hui, mais si on me demande de faire la guerre, là, je me sens femme. Donc, si on y va avec le concept d'identité sexuelle en fonction d'une construction subjective liée à une auto-évaluation individuelle et non pas liée à la nature physique, à la nature génétique de la personne par rapport à un corps biologique masculin ou féminin, ben, cette idéologie-là pourrait être
récupéré par certaines personnes dans l'optique de pouvoir ne pas avoir à faire la guerre, c'est-à-dire être exempté du service militaire. Je ne sais pas en Ukraine s'ils sont très tournés vers le LGBTQ+, là. Mais si c'est le cas, ça pourrait être intéressant de récupérer cette idéologie-là pour être exempté de faire la guerre. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, je ne voudrais pas faire la guerre. Je suis heureux de ne pas être confronté à ça ici. Mais ceux qui amènent la guerre et les gens des différents pays, je suis comme dans un état d'être que je les vois tous comme étant des gens corrompus par l'astral à différents niveaux. Certes, il y a des vibrations qui sont plus basses que d'autres là, qui proviennent de certains dirigeants qu'on peut ressentir. Donc, il y en a qui sont plus guerriers. Moi, ce que je vois, c'est que plein de personnes qui sont piégées, telles une mouche dans une toile d'araignée, par des idéologies. Puis quand les gens vont suffisamment souffrir d'une idéologie ou d'une doctrine nationale, eh bien, à ce moment-là, ils vont se rebeller contre elle. Donc, ça peut se faire individuellement ou collectivement. Et on peut voir des soulèvements collectifs. C'est ça, si le régime est autoritaire, les gens vont être réprimandés. Si on pense, entre autres, aux femmes en Iran ou les gens qui ont voulu critiquer le régime, bon, mais ça a donné place à des exécutions publiques où il y a eu des jeunes gens qui ont été pendus là, au bout il y avait des morts là, par rapport à des camions là, avec des grues. Là. Donc, en haut d'une grue sur des places publiques, il y avait entre autres des jeunes hommes qui ont été pendus. Mais le régime iranien, quand on regarde ça, c'est un régime très autoritaire où l'homosexualité, j'écoutais ça dans un documentaire, est considérée comme étant un crime punissable de mort. Donc on est très loin là, du mouvement LGBT+, qu'on fait la promotion à les autorités gouvernementales au Canada, aux États-Unis ou dans les pays européens, là. Souvent, le gouvernement va même financer des gens de différents organismes qui en font la promotion. Donc, on est très loin de ça avec l'Iran. Donc, le monde de polarité, de polarisation est voulu présentement par l'astral. Et les êtres du plan éthérique qui ont généré les êtres humains, puis généré le plan astral, ont une responsabilité occulte derrière ça. C'est à eux de corriger le tir. Certes, c'est des êtres créatifs qui vont infuser dans le mental de certains êtres humains ciblés des idées créatives dans le but d'intervenir ou non pour régler des conflits. Ce que je vois dans le fond, c'est que les êtres humains ont des rôles à jouer. Le plan astral cherche à retarder, on parle de force retardataire dans leur cas, l'activité du plan éthérique. Mais l'éthérisation de la conscience qui s'intéresse aux individus, non pas à la masse, est opérationnelle pareil. Ceux qui ont à vivre vont vivre en fonction de lois de programmation énergétique qui transcendent les lois planétaires, en ce sens que si un individu est relié à une destinée cosmique, la destinée cosmique va s'opérer, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc, s'il le veut, il va laisser l'énergie circuler. S'il ne le veut pas en tant qu'égo réflectif parce qu'il est sous emprise astrale, il va chercher à faire retarder, mais il ne peut pas le faire retarder définitivement l'actualisation de son destin, étant donné que l'intelligence astrale est limitée qui peut l'habiter à comparer de celle créative qui est un peu à l'image d'un joueur d'échecs, a toujours un ou plusieurs coups d'avance sur l'intelligence astrale. Donc c'est juste une question de temps. Quand je regarde ma vie en tant qu'individu, je me considère un individu qui est changé malgré lui à travers les oppositions de la vie. Les oppositions qui me changent, c'est si je vis un conflit avec quelqu'un, si par exemple j'ai un problème de santé important, tous les événements, quand j'ai eu un accident d'automobile, quand le logement où je suis a été sinistré, les différents problèmes de santé que j'ai au fil des ans, tout ça c'est des événements qui me changent malgré moi, qui peuvent être utilisés occultement par l'esprit qui se rapporte à ma conscience pour m'amener à horizontaliser mon rapport avec lui puis être disponible à lui. Donc,
qu'est-ce que j'ai à dire en lien avec ça? C'est que les guerres, avec le temps, à mesure que la conscience de l'être humain va s'éthériser, les guerres vont devenir de plus en plus subtiles. Le perfectionnement de la conscience astrale et son expansion à un certain niveau dans le cyberespace, l'Internet, parce que l'astral cherche à tout coloniser sur le plan psychique et l'englober, un peu comme le collectif des Borg dans Star Trek. Donc, pour les amateurs de science-fiction, s'il y en a qui ont écouté la télésérie, il y a des machines qui cherchent continuellement à acquérir de nouvelles connaissances et englober les connaissances qui existent déjà de différents peuples qui existent dans l'univers pour les rallier à leur banque de données, leur base d'informations, pour qu'elle soit de plus en plus vaste et, comme ça, croître à l'infini. Donc, le mode de développement de l'astral, c'est une croissance à l'infini en recueillant le mémoriel qui est le résidu, un peu comme les excréments qui sont produits à partir de l'indigestion par l'être humain de nourriture. Donc, une fois qu'il a fini de manger la nourriture, il va déféquer, ça donne des excréments qui sont les restants. Mais le mémoriel, c'est un petit peu le même principe. Puis, il y a un développement par rapport à ça, dans le sens que c'est à travers l'engrais qu'on fait pousser des légumes à un certain niveau, et c'est à travers le résidu mémoriel qu'on peut développer une certaine forme de sagesse au niveau de l'âme, mais ça a ses limites. Puis tôt ou tard, les individus, les peuples vont être confrontés à ça. Donc, le plan astral n'est pas, en tant que tel, une puissance renouvelable à l'infini. Son temps est marqué, est limité. En fait, c'est comme la vie de l'univers physique. L'univers physique, j'écoutais il y a plusieurs mois, en tant qu'individu, une série d'émissions qui s'appelle Notre Univers, puis il était question, l'univers physique a un certain nombre d'années, c'est-à-dire, l'univers, on peut dire qu'il peut avoir 13,8 milliards d'années. Le Soleil a plusieurs milliards d'années de vie potentielle. En lien avec l'activité d'une réaction chimique qui fait en sorte qu'il y a la fusion, par exemple, d'atomes d'hydrogène qui vont générer de l'énergie, de la chaleur, qui fait en sorte que le Soleil a une activité de rayonnement, mais lorsque tous les atomes à l'intérieur du Soleil vont s'être fusionnés sous le poids de l'énergie de la force de l'attraction. Donc, la force de l'attraction fait que la plus grosse masse est attirée par la plus grosse masse. Donc, ce qui fait en sorte que les atomes sont attirés par d'autres masses d'atomes. Puis là, quand les atomes fusionnent ensemble, sous le poids, sous la puissance de l'énergie, de la force attractionnelle, à ce moment-là, une énergie est libérée. Mais cette réaction-là chimique n'est pas infinie. Donc, c'est un petit peu comme si on a une centrale nucléaire, on a certaines réactions chimiques qui sont faites dans le réacteur, mais après ça, il y a, une fois que le nombre optimal de réactions est fait, il y a une saturation. Donc, le plan astral, un peu comme le plan physique, qui est un plan fini, dans le sens qu'il y a des réactions au niveau chimique qui sont limitées par rapport au plan physique. Donc, le plan physique, est-ce qu'on peut dire qu'il est programmé par une forme d'obsolescence à un certain niveau? La réponse, c'est oui. La vie des planètes est programmée pour être limitée, la vie du Soleil aussi, dans le sens qu'après un certain nombre de milliards d'années de rayonnement, le Soleil va arrêter de rayonner. Or, si la Terre n'a plus accès à l'énergie solaire pour permettre aux plantes de générer la photosynthèse, ensuite les animaux de s'en nourrir ou les êtres humains, à ce moment-là, c'est toute la chaîne du vivant qui est mise en péril suite à l'arrêt de l'activité solaire. Donc, dans les paramètres actuels, c'est important de le préciser. Donc, le plan physique qui a une durée de vie limitée est un peu comme le plan astral qui a une durée de vie qui est limitée dans le temps. Donc, toutes les défaillances relatives aux failles du plan astral, tôt ou tard, vont prendre fin. Au même titre que le plan physique, à un moment donné, le Soleil et les différentes étoiles vont prendre fin. Donc, c'est un plan de vie qui est limité, mais qui est le lieu d'expression du plan éthéique qui permet aux êtres qui s'y trouvent de mieux se connaître à travers l'expérimentation, à travers la forme et les différents individus et êtres vivants interposés qui vont capter leur conscience. Et nous, à un certain niveau, en tant qu'être humain,
on est téléguidé par eux, un peu comme une auto téléguidée. Donc, si vous avez déjà joué dans votre enfance ou même à l'âge adulte, parce qu'on a des adultes qui sont un peu comme des enfants, avec une auto téléguidée, donc vous avez une télécommande et vous demandez à l'auto de se déplacer à gauche, à droite, en utilisant la télécommande, ben c'est un petit peu la même chose avec nous. On envoie des pensées de gauche ou des pensées de droite sur le plan politique dans notre conscience pour nous amener dans certaines directions, dans certains cas, par rapport à certaines forces, où on va nous dire, ben, déplace-toi un peu à gauche, déplace-toi un peu à droite. Puis si la personne pense que c'est elle qui pense, elle ne contestera pas les instructions qu'elle va le recevoir malgré elle. L'être humain, notre psyché est faite beaucoup comme une antenne radio de réception. Donc, avoir un rôle actif dans son rapport à la pensée, à la contester, à vivre un rapport de force avec l'esprit, connaître un dévoilement individuel du mensonge cosmique, c'est pas évident. Et je vous dirais même que c'est pas quelque chose de naturel par rapport à la programmation psychosociale dans laquelle la plupart d'entre nous prend naissance. C'est pas quelque chose qu'on va enseigner dans les universités, dans les cégeps, ni même à la maternelle. Donc, c'est quelque chose qui est limité en termes de dévoilement d'informations relatives à ça par rapport à des instructeurs à caractère supramentaux un peu partout. Mais c'est une révélation, une compréhension qui s'inscrit sur une base individuelle. Et la personne qui vit un moment de contrariété, de frustration, en lien avec des commandes reçues et va contester le programmeur en tant qu'esprit manipulateur ou conscience astralisée qu'il manipule ou toute force ou ambiance environnementale qui cherche à le pousser dans une direction ou une autre, ben, il va connaître un état de rébellion qui va être propice à agir autrement. Mais c'est la souffrance à un certain niveau d'une programmation qui amène à agir autrement. Donc, hier, j'écoutais, c'était sur Netflix, c'était en lien avec la Bande de Gaza. C'était un documentaire, là, je ne l'ai pas écouté au complet, là, j'ai compris assez vite le principe. Il y avait eu des enfants qui avaient été attaqués, donc et là, il y a eu des missiles qui ont tombé, il y a des enfants qui sont morts, il y en a d'autres qui sont restés vivants. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui peut être traumatique pour un enfant, de voir d'autres enfants mourir devant lui ou être blessés. Il y en a qui avaient été blessés aussi. Donc, par rapport à ça, quand on regarde ça, ben, il y a des gens qui vont sans doute être désabusés de la guerre ou ils n'en voudront plus, ils vont saturer. La guerre peut être vue à un certain niveau comme étant un virus. À un moment donné, on est infesté par le virus, par exemple, qui va amener la personne à être malade, puis à un moment donné, ben, il y a une saturation, il y a des anticorps qui se développent, puis la personne n'adhère plus au virus. C'est-à-dire qu'elle est plus soumise à l'influence du virus, elle est capable de le neutraliser. Donc, et par rapport au phénomène de la guerre, il y aura peut-être à un moment donné des gens de différents peuples qui vont être tannés, qui vont être saturés. Puis ils vont tout simplement passer à autre chose. Oui, ils vont s'autodétruire. Puis s'ils s'autodétruisent sur le plan physique, ben, ça se peut que la conscience qui les habite passera à autre chose. Donc, dans tous les cas, les gens sont appelés à passer à autre chose s'ils stagnent trop dans une forme. Et ça m'amène à vous parler de la stagnation par rapport à la forme. Bon, on peut parler d'une guerre qui s'enlise au fil des ans, des décennies, mais ça peut être aussi de la stagnation par rapport à quelque chose qu'on aime. Dans le sens que on peut, je vais vous donner un exemple, bête. Donc, quelqu'un peut, comme moi, par exemple, hier soir, j'écoutais des enregistrements sur YouTube par rapport à l'intelligence artificielle qui est utilisée de plus en plus dans le domaine de la musique. Et si vous faites une recherche sur YouTube, vous pouvez retrouver, c'est assez surprenant, là, des chanteurs qui sont morts. Prenons par exemple le cas de John Lennon, qui a été l'un des membres les plus populaires du groupe des Beatles, qui a marqué l'histoire du rock and roll. Donc, John Lennon, sa voix a été reprise, entre autres, par l'intelligence artificielle pour chanter la chanson du groupe rock
Soundgarden qui s'appelle Black Hole Sun. Donc, le trou noir du soleil en français. Et la particularité de la chanson, c'est qu'elle a été écrite après le moment du décès de John Lennon. Donc, John Lennon n'aurait pas pu la chanter de son vivant. Elle a été composée après, mais on peut entendre la voix de John Lennon reproduite par l'intelligence artificielle chanter la chanson Black Hole Sun. Et si je n'avais pas su que c'était une intelligence artificielle qui chantait, j'étais sûr que c'était le chanteur d'origine des Beatles, c'est-à-dire John Lennon qui a chanté. Là. Donc, c'est tellement développé au niveau de la forme, comment que l'intelligence artificielle est capable de reproduire la forme d'une voix d'un chanteur. Là. C'est incroyable à l'époque actuelle. Et on est juste présentement, en ce début du 21e siècle, au premier balbutiement du développement de l'intelligence artificielle, dans le sens que ça fait pas 30 ans que l'intelligence artificielle est disponible au public pour faire des échantillonnages comme ça de musique, puis des chansons. Ça fait pas non plus 1000 ans ou 100 ans que c'est utilisé. Donc, imaginez que si on m'aurait fait jouer cette chanson-là en ne sachant pas que c'est l'intelligence artificielle, j'aurais pu m'y méprendre. Et là, présentement, il y a des gens qui reprennent des chansons des Beatles. En fait, ils font des chansons similaires à celles des Beatles, avec les voix des membres des Beatles d'origine, avec l'intelligence artificielle. Et si on écoute les chansons, c'est dur de savoir ou pas si c'est une chanson originale du groupe lorsqu'il était en activité lors des années 1960 ou c'est une chanson produite par l'intelligence artificielle. Je suis rendu à un stade que je ne suis pas capable, par rapport à certaines chansons, de faire la distinction entre est-ce que le chanteur qui chante, c'est un vrai chanteur ou c'est une voix qui a été produite avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est à ce point-là où qu'on est rendu aujourd'hui. Et le point que je voulais faire, c'est qu'on peut être attaché on peut s'aligner dans une forme dans le sens que je peux écouter une chanson avec l'intelligence artificielle, je trouve ça intéressant, une autre, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il va y avoir des événements qui vont nous sortir de tout ça, dans le sens qu'on peut avoir un téléphone d'une personne, puis là, la personne est en crise. Fait que là, ça nous sort de cette forme-là, cette vibration-là, ou tout simplement, ce qui nous fait sortir de ça d'une manière bébête, on écoute de la musique, on en écoute un, on en écoute deux, puis là, à un moment donné, on a envie d'aller aux toilettes ou on a envie de manger, donc on arrête. Donc ça, c'est la vie concrète qui nous ramène à l'ordre, mais ça peut être aussi un choc psychologique qu'on peut vivre qui fait en sorte qu'on est obligé de se défaire de cette forme-là si on y est trop attaché et l'esprit peut nous manipuler par rapport à ça, dans le sens que, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est très attaché à écouter des enregistrements liés à l'intelligence artificielle, il peut s'en enregistrer des copies sur son ordinateur, et puis à un moment donné, du jour au lendemain, l'ordinateur prend feu et il perd toutes ses copies parce que le logement dans lequel il se trouve a pris feu. Et comme c'est une perte totale, il perd toutes les copies. Donc, le détachement se fait. D'ailleurs, la guerre, ça peut être une opportunité de développer le détachement de la forme, dans le sens que si un peuple est obligé de passer d'un territoire à un autre, malgré lui, tout le mémorial associé au territoire, par exemple, la personne vit dans une maison qui a appartenu à ses ancêtres, qui avait été léguée à ses propres ancêtres, donc une maison qui est vieille de plusieurs générations, plusieurs centaines d'années. Donc, c'est sûr que la personne qui est obligée de quitter sa résidence à cause qu'il peut se faire lancer un missile dessus par un peuple rival, c'est sûr que le détachement se fait. Donc, la guerre peut être un prétexte pour le détachement de la forme, même si, paradoxalement, la guerre peut être le produit sur le plan évolutif de l'attachement d'individus à des formes retardataires, dans le sens que l'individu qui est occupé à faire la guerre contre un autre peuple, à ce moment-là, il ne va pas faire la guerre contre les forces de l'astral qui cherche à l'engluer dans une dynamique guerrière par rapport à d'autres individus. Donc, à ce moment-là, l'individu n'est pas dans un rapport de contestation et de force par rapport à l'occulte. Donc, c'est sûr que en termes de gestion énergétique prioritaire, un individu qui est en processus de fusion avec l'esprit
ou qui est fusionné avec l'esprit, sa priorité dans sa vie, ça sera pas nécessairement de s'engager comme soldat pour faire la guerre pour un peuple contre un autre, ça va être plutôt de neutraliser l'instrumentalité en lui. Donc certains vont parler de faire la guerre à l'astral en soi, mais l'individu, il ne cherchera pas à sauver le collectif non plus d'un peuple au détriment d'un autre. La façon que je vois ça, il va chercher plus à être opportuniste. Donc, un individu qui, en processus de fusion, il va être plus à agir pour son individualité. Il y aura sans doute des gens qui vont le percevoir comme étant égoïste, mais il ne sera pas pris dans un engrenage d'adhésion aveugle à une doctrine nationaliste ou idéologique qui va l'amener à faire la guerre pour un peuple plutôt qu'un autre en étant manipulé tel un automate par des puissances hypnotiques médiatiques qui vont lui insuffler ce qu'il doit faire. Donc, l'individu conscient, c'est pas un robot, c'est pas une machine de guerre, c'est pas un automate qui est conduit par les forces du plan de la mort sur le front où il va faire des assauts avec d'autres soldats commandos pour faire des gains de territoire. Ce qui va lui intéresser, c'est non pas les gains de territoire physique, mais les gains de territoire psychique qu'il peut avoir sur sa psyché et sa libération de l'astral. Le reste, il va s'en dégager. Il va voir ça comme de la manipulation. Ben, la guerre, c'est le fruit d'une manipulation quand on regarde ça. Quand un peuple est amené à faire la guerre par rapport à un autre, si on rallie les gens d'une population à l'égard d'une cause, il y a toujours un processus de consentement social et d'adhésion d'un groupe à une idéologie pour en faire une forme de ciment civilisationnel. Donc, qui va amener les gens à un bloc avec une certaine forme d'unanimité de combattre un autre peuple. Comprendre les mécanismes psychologiques de la guerre, c'est une chose. En être libre psychiquement, c'en est une autre. Mais toutes les forces astrales qui sont derrière les oppositions polarisées et polarisantes vont s'essouffler avec le temps. C'est un peu comme des véhicules automobiles qui vont manquer de carburant. Quelqu'un peut dire « Ah, ça n'a pas d'allure, il y a tel peuple qui fait la guerre contre tel autre. » Puis l'autre peut dire en étant bien relax, ben, quand ils n'auront plus de pétrole pour alimenter leur machine de guerre, ils n'auront d'autre choix que d'arrêter. Ça me faisait penser à l'histoire qu'avait déjà raconté le philosophe jovialiste André Moreau. À un moment donné, il disait dans l'une de ses conférences que la mère d'un enfant qui se masturbait l'avait contacté par téléphone. Apparemment, la dame était offusquée en disant « Ça n'a pas de bon sens, mon enfant se masturbe ». Et la personne était en état de crise. Puis lui, il lui a répondu « Ben, quand il va être fatigué du poignet de la main, l'enfant n'aura d'autre choix que d'arrêter de se masturber. » Donc, dans certains cas, il n'y a pas nécessairement lieu d'intervenir. Certes, s'il y a une possibilité qu'un conflit dans un endroit donné soit une véritable poudrière qui va mettre le feu avec des pays proches et que ça pourrait dégénérer sur le plan mondial, certes, ça peut être possible que ça soit pertinent d'intervenir à un certain niveau, mais à un autre niveau, tout ce qui est géré par des forces puissantes d'évolution est voué à l'autodestruction. Et quelque part, à un certain niveau, on peut dire que le ménage va se faire tout seul. C'est sûr que je ne suis pas dans une perspective humaniste ici du sauveur qui veut sauver la veuve puis l'orphelin là, quand que je tiens de tels propos. Mais si je parle à l'esprit, et par rapport à la guerre, c'est un phénomène cyclique en relation avec l'éclatement et la destruction de formes. La guerre peut changer le rapport d'individu à la forme. Ça peut le changer dans le sens d'une adhésion psychologique à de la forme, puis ça peut le changer aussi dans le sens de se détacher de la forme, dans le sens que quelqu'un,
qu'il y a quelqu'un de proche de lui qui apprécie, que ce soit un ami ou un membre de la famille qui apprend qu'il est mort parce que la maison où il habite a été détruite par un missile. La personne, sur le plan psychologique, elle peut dire, ben, je vais combattre les gens du peuple qui ont envoyé le missile. Donc, elle peut être dans un esprit de vengeance, une forme de réactivité émotionnelle, dans l'œil pour œil, dent pour dent. Donc, en s'identifiant à son ami puis en voulant chercher une forme de réparation suite à la perte de son ami. Ou la personne peut dire, bon, il est mort de ça, ça faisait partie de sa programmation, est-ce que je veux aller dans le jeu évolutif puis aller faire la guerre à l'autre? Pas nécessairement. Puis la personne elle reste chez elle dans son pays confortable, puis elle va pas faire la guerre contre l'autre peuple. Mais on peut dire, ouais, mais c'est parce que si le conflit prend de l'expansion, ça se peut qu'elle soit attaquée chez elle, mais si elle est attaquée chez elle, elle peut nous répondre du tac au tac, on verra. Si la personne est attaquée, ça se peut qu'elle se défende par légitime défense. Mais ça se peut aussi qu'elle soit guidée intuitivement pour être dans un lieu où lorsque l'attaque se fera, c'est une escalade du conflit qui amène l'utilisation, entre autres, de missiles nucléaires intercontinentaux, à ne pas être sur le lieu où le missile va être envoyé. Peut-être que l'individu va être dans une ville tellement petite au Québec qu'elle ne pourra pas constituer un objectif militaire viable. Dans le sens que ça ne sert à rien d'envoyer un missile sur une ville où il n'y a pas beaucoup de population. C'est pas une cible qui est prioritaire. Est-ce que l'individu conscient peut interférer, psychiquement sur la volonté d'être de peuples belligérants? La réponse, c'est oui. Tout est interrelié. Un individu peut agir sur des dirigeants de pays à distance. Il peut agir aussi sur sa psyché à distance. Sa psyché peut être... D'autres êtres peuvent agir sur sa psyché à distance. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Dans le sens qu'un individu, le plan astral peut agir sur sa conscience malgré lui. Mais l'individu, ça peut être le plan éthérique qui agit sur sa conscience malgré lui. Et sa conscience peut être utilisée malgré lui par le plan éthérique pour combattre psychiquement l'astralité planétaire et l'éroder, faire éclater les formes qui s'y rapportent pour avoir une incidence sur l'ambiance collective. Mais là, à ce moment-là, s'il joue un rôle sur le plan collectif, il joue un rôle sur le plan spirituel. Est-ce que ça me répond? Pas nécessairement spirituel dans le sens de sauveur de l'humanité, mais spirituel dans le sens d'être qui participe à une conversion énergétique. Est-ce que tout le monde sont mandatés pour ça? La réponse, c'est non. Mais on est dans des systèmes communicants. Il y a une théorie des vases communicants, mais il y a des systèmes psychiques communicants dans le sens que quelqu'un peut agir sur une autre personne à distance en y pensant. C'est pas toi qui penses, là. En étant infusé par une pensée qui l'amène à se lier psychiquement à distance à elle. Mais elle, malgré elle, peut être manipulée par un autre être sur le plan physique ou sur le plan éthérique ou sur le plan astral pour agir ainsi, malgré elle. Et là, on parle de manipulateurs qui sont manipulés. Mais éventuellement, l'être humain doit réaliser qu'il peut être manipulé par des êtres qui le manipulent, qui eux-mêmes sont le fruit de manipulations qui leur échappent. Donc ça va loin, c'est complexe. Puis les manipulations sont multisystémiques, c'est-à-dire ça va dans différentes directions. On peut être manipulé par notre passé, puis on peut être manipulé par notre futur, puis on peut être manipulé par notre temps présent. Pourquoi? Ben parce que toutes les temporalités linéaires se déroulent simultanément dans le maintenant éternel. Donc ça va loin. On peut autant être manipulé par des êtres qui vont venir sur le plan physique dans le futur que d'êtres qui ont déjà vécu dans un passé lointain.
Donc, des conflits qui ont eu cours dans des temps lointains, par exemple au Moyen-Orient, peuvent être réactualisés à l'époque présente à travers des gens qui se trouvent en Israël et également en Palestine. Donc, tout peut être... ce qui est intéressant de voir avec la réalité, tout peut être en lien avec de la multi-influence. Est-ce que les êtres sur le plan éthérique sont guerriers? À un certain niveau, on peut dire oui, dans le sens qu'ils font la guerre à l'astral, qui ont eux-mêmes généré. Et ça fait partie du paradoxe, dans le sens que les êtres sur le plan éthérique ont généré, c'est sûr, au fil du temps, des êtres qui ont été fascinés par le plan physique, qui se sont perdus, qui ont développé un orgueil, qui se sont déconnectés d'eux. Donc, des êtres, un peu comme des parents, qui vont engendrer des enfants, puis les enfants, ils se foutent des parents. Donc, les parents peuvent dire des consignes aux enfants, les enfants désobéissent, ils connaissent une forme de rébellion, un peu comme la fable du paradis perdu d'Adam et Ève, où les enfants, c'est-à-dire Ève et Adam, ont mangé du fruit défendu, alors que Dieu ne le voulait pas. Donc, le plan éthérique peut donner des consignes à des êtres humains. Les êtres humains ne suivent pas. Donc, dans un état de rébellion, créent un noyau d'énergie à caractère anarchique pendant une certaine période de temps, sauf que les êtres du plan éthérique, comme ils sont intelligents, savent très bien qu'il y aura un essoufflement de ce que certains appellent de la structure énergétique du Satan mondial ou de l'astral planétaire à caractère luciférien. Donc, l'énergie, tôt ou tard, va être neutralisée. Donc, dans un sens, le plan éthérique va faire la guerre au plan astral pour le réajuster. Puis le plan astral va prendre fin parce que incapable de se renouveler par lui-même. Donc, l'essoufflement va se faire avec le temps. Est-ce que le phénomène de la guerre sur le plan physique terrestre dans les prochaines décennies est appelé à disparaître? La réponse c'est oui, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Et peut-être que l'individu qui écoute ces propos présentement ne connaîtra pas cette situation de ce vivant où il n'y aura plus de guerre. Mais ça fait partie de la programmation à être actualisée sur le plan physique par rapport à laquelle les êtres du plan éthérique vont œuvrer. Mais les êtres du plan éthérique n'œuvrent pas en fonction d'une morale humaine et de principes philosophiques d'amour, de faire plaisir aux autres, de gentillesse. Et ils œuvrent en fonction de lois d'énergie, d'efficacité, dans certains cas de laisser des êtres involutifs se détruire, car ils sont enlisés dans une trame auquel ils ne peuvent pas passer à un autre niveau de conscience. Puis il y a une perte de connexion psychique avec certains individus sur la Terre d'une manière volontairement consciente que les êtres éthériques connaissent, dans le sens qu'ils savent qu'avec telle personne, ils ne peuvent pas nouer une communication télépathique. Et les gens qui sont capables de contenir psychiquement la présence des êtres éthériques dans leur vie sont très rares. Et dans un sens, la guerre, c'est un phénomène humain inévitable tant aussi longtemps que l'être humain est lié à des forces involutives. Donc, c'est un petit peu comme nous autres, tant aussi longtemps qu'on est obligé de se nourrir de matière physique, ben, on va créer de la matière fécale, on va créer des excréments, ça, c'est la résultante de... Mais le jour où on ne se nourrit plus d'aliments physiques, si on se nourrit de lumière, ben, on ne produira plus d'excréments. Il y a une logique derrière ça. Donc, lorsque l'être humain sera capable de contenir l'énergie éthérique, il ne produira plus du mémoriel qui va servir à engraisser, à nourrir le plan astral. Mais la sortie de l'involution se fait sur le plan individuel. Et c'est petit à petit que des individus vont s'en sortir. Et tout ça pour dire quoi?
À un moment donné, il faut que je conclue l'enregistrement. Là, ça fait presque 1 heure qu'il dure. Les messages que je reçois sont pas nécessairement joyeux. Des fois, c'est des messages comme la guerre a lieu, là, mais mêlez-vous de vos crises d'affaires. Donc, pas passer trop de temps à regarder la guerre des autres peuples. Des fois, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les nouvelles. Puis, je vais pas. D'ailleurs, je fais pas les enregistrements tous les jours là-dessus, là, en lien avec la guerre ou qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que c'est pas mon mandat. Mon mandat, c'est d'étudier ma vie avec ma conscience. Et dans ma vie, ben, ça inclut mon rapport à l'environnement. Puis aussi, comprendre les phénomènes énergétiques. Comprendre que l'être humain est voué à connaître un certain nombre de guerres, puis à quelque part, c'est inévitable tant que les gens ne passent pas à l'évolution. Or, ils ne peuvent pas passer à l'évolution parce qu'ils le veulent en tant que désir, mais c'est parce que lorsqu'ils passeront à l'évolution, c'est parce qu'ils le peuvent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les corps d'énergie pour ça, mais pour avoir les corps d'énergie, il faut qu'ils contiennent certains chocs, dont la guerre peut faire partie des chocs qui amènent l'individu à se reconstruire au niveau énergétique ou à être reconstruit en fait malgré lui au second niveau par le plan éthérique. Dans un sens, on peut dire que la vie, les changements vibratoires des individus s'opèrent malgré eux, qui écoutent 20 000 conférences sur la conscience, qui n'en écoutent pas, sont voués à connaître des changements, ils vont les connaître de toute façon. S'il y a des gens qui connaissent la guerre, qui sont voués à sortir des pays qui vivent la guerre, ben, ils vont se mettre en action pour ça. Ça va se faire. Ils vont être manipulés par la pensée pour en venir là. C'est tout. Est-ce que je dis d'être indifférent par rapport aux gens qui subissent la guerre? Non. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de vivre de la tristesse par rapport à eux, puis de s'empêcher de dormir, puis avoir peur que ça se généralise au Canada ou dans les pays européens, puis de faire de l'anxiété avec ça? La réponse, c'est non. Donc, vous voyez, c'est pas vibrer dans un sens qui m'émotive par rapport à ça. Alors, regardez tout ça froidement. Puis regardez froidement qu'en tant qu'individu, ma priorité, c'est de m'occuper de ma vie. Je reviens souvent à ça, à travers les enregistrements, mais c'est tellement fondamental. Il y a certaines personnes qui vont vibrer de la spiritualité, qui vont dire, on va aller dans tel pays soutenir tel peuple, on va aller faire la guerre à leur côté. Il va y avoir des vocations peut-être qui vont se faire dans les prochains jours aux martyrs. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre, quitte à aller là-bas puis en mourir. Mais ça fait partie d'un lien, une forme d'affiliation, une collectivité. Quelqu'un qui, par exemple, se lie à un peuple à un point tel qu'il est prêt à se faire exploser avec une bombe pour le salut de ce peuple-là, ça montre un haut niveau de sacrifice en fonction d'un agenda collectif. Tandis que l'individu qui est individué n'agit pas comme ça. Il est libre de l'attachement au peuple, aux différents peuples qui existent. Il va chercher En fait, il ne va pas chercher à voir les choses avec objectivité. Il n'a d'autre choix que voir les choses avec un recul, puis d'observer les énergies derrière les individus, les institutions. Quelqu'un peut voir l'astralité à travers un peuple rival du sien, mais si la personne est lucide, puis elle se rend compte que mon peuple est aussi polarisé que l'autre, puis finalement, je suis soumis autant à une propagande médiatique avec les médias officiels que l'autre qui cherche à amener une diffamation de mon peuple, il réalise toutes ces fourberies, ces manipulations. Il voit clair, puis cherche tout simplement, rendu à un certain stade, à distancer de tous ces enfantillages. Dans un sens, la guerre est le produit d'une immaturité psychologique d'individus un peu partout. Un peu comme des enfants qui veulent perdre leurs jouets, qui veulent pas perdre leurs jouets, qui vont se faire la guerre à un certain niveau, vont s'insulter, vont se pousser, vont se bagarrer. C'est mon jouet, non, c'est le mien. Même chose pour un territoire. C'est mon territoire à moi. Puis là, l'autre va dire, non, c'est le mien parce que je suis le peuple élu, tasse-toi.
T'as pas d'affaire là. T'as pas été choisi par le bon Dieu. Puis l'autre va dire, ben mon Dieu est plus grand que le tien. L'autre va dire, non, non, c'est moi qui ai le plus grand Dieu. Puis là, ainsi de suite. Puis là, les escalades, les enfantillages sont là-dessus. Puis chacun croit d'agir au nom de Dieu. Alors que Dieu, entre guillemets, si on le prend dans un vocabulaire post-religieux, on peut dire les êtres éthériques ou le plan supramental, en tant que tel, il n'est pas intéressé à ce que les gens s'entretuent. Le plan supramental est intéressé à actualiser le plein potentiel d'individus en termes d'en faire d'eux des vecteurs d'énergie vibratoire qui vont amener une manifestation créative à la surface du globe, ce qui est très différent. Donc, mais pendant que ces gens-là sont occupés à se combattre et croire faire la volonté de Dieu, ils ne réalisent pas qu'ils ne l'exécutent pas, mais sont plutôt dans une guerre d'ego qui vont rationaliser, entre autres, avec la croyance en Dieu ou en supériorité d'un Dieu sur un autre, parce qu'il y a plusieurs dieux qui existent, qui sont répertoriés par les religions. Et à ce moment-là, on était occupé à ça. Ils donnent l'importance à une forme, et leur vision de Dieu est en fonction de leurs caractéristiques psychologiques. Donc, si un peuple a un esprit de vengeance, ben c'est sûr qu'il va se représenter Dieu comme étant vengeur, qui va commettre des meurtres, des massacres, ainsi de suite, et il va se sentir légitimé d'en faire autant. Donc, tout ça est en relation avec des conceptions. On projette sur Dieu des caractéristiques psychologiques humaines si on interprète Dieu en fonction de référents anthropomorphiques. L'individu qui a une conscience supramentale va plutôt se laisser pénétrer par l'esprit pour avoir une compréhension de Dieu ou du divin, mais ça ne sera pas une perspective de la réflexion ou de la projection d'éléments à caractère psychologique sur la notion de Dieu, ce qui est très différent comme approche. Certes, un individu qui est pénétré par l'énergie pour parler va être interprété par des gens matérialistes comme étant atteint de schizophrénie, atteint de problèmes de santé mentale, donc en fonction d'une science matérialiste. Puis pour ce qui est des gens religieux, ils peuvent le voir comme étant quelqu'un qui est possédé par des forces maléfiques si son discours ne va pas nécessairement dans le même sens que l'adoration d'un Dieu particulier ou d'une religion particulière. Puis sinon, les gens comme étant de type post-matérialiste peuvent considérer l'individu qui tient une telle parole comme étant un individu qui a accès à une forme de conscience renouvelée par-delà la forme, mais les gens qui peuvent avoir cette appréciation sensible d'un individu ne courent pas les rues. Ce qui fait que l'individu qui développe une conscience impersonnelle parle pour lui essentiellement, ou quelques individus limités sur le web ou dans son environnement, mais très rares. Ouais. Car il ne peut pas être compris de la masse qui est régie par les lois de la programmation astrale, programmation de la forme, tant que ces principes-là ne seront pas suffisamment, mis en échec par les forces supramentales en fonction de descente d'énergie qui transforment des individus, qui transformeront éventuellement des masses avec le temps. En terminant, je tiens à mentionner que s'il y en a parmi vous qui apprécient mes enregistrements que je fais au fil du temps, donc il y en a plusieurs centaines que je rends disponibles gratuitement sur YouTube et également sur un site d'entreposage sur archive.org dont vous avez le lien web là en bas de l'enregistrement présent. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez retrouver les informations à ce sujet là en bas de l'enregistrement. Donc, merci de votre écoute et à bientôt.